18 septembre 1944. Le général Hassan von Manteuffel se tenait dans son poste de commandement, près de la frontière allemande, étudiant une carte qui, pour la première fois en des mois, promettait quelque chose qu'il avait presque oublié, la victoire. Manteuffel avait 51 ans. Il n'était pas un fanatique, il était un pragmatique, un maître de la guerre blindée qui avait combattu en Russie et en Afrique du Nord. Il avait vu des armées s'effondrer. Il savait que la Wehrmacht se vidait de son sang sur 2 fronts. Mais ce matin-là, il croyait tenir une main gagnante. Sous son commandement se trouvait la 113e brigade blindée. Ce n'étaient pas les restes battus de divisions de Normandie tenus ensemble par des prières, c'était la nouvelle brigade de pompiers d'Hitler, des formations fraîches envoyées directement des usines. Les chars étaient si neufs que certains équipages apprenaient encore leur mécanisme de tourelle. La brigade était équipée de 58 chars Panther flambant neufs, les chars les plus mortels du front occidental. Manteuffel fit les calculs avec une froide précision. Le char américain Sherman était un cheval de bataille fiable, mais c'était un char moyen avec un canon générique de 75 mm. Son blindage frontal pouvait être pénétré par un Panther depuis 2000 mètres. Le blindage incliné du Panther pouvait faire rebondir les obus américains comme des balles de ping-pong. Le canon de 75 mm du Panther pouvait tuer un Sherman depuis des distances où le canon américain était simplement inefficace. Il étudia les calculs de carburant. La 113e brigade avait reçu 600 000 litres de carburant, assez pour 2 jours d'opération intensive. 2 jours, c'était tout ce dont il avait besoin. Son objectif était élégant. Trancher le flanc droit exposé de la 3e armée du général George Patton. Patton était sur extension, ses lignes de carburant étirées sur 400 km, ses chars dispersés sur 180 km de front. Le plan de Manteuffel était de concentrer ses 58 Panthers et de frapper directement la 4e division blindée américaine, couper les têtes de pont de Patton, les détruire en détail, créer une crise qui forcerait les Américains à arrêter toute leur avance. Selon toute logique militaire conventionnelle, cela aurait dû fonctionner. Les chars allemands étaient compte supérieur. Les nombres allemands étaient concentrés. L'effet de surprise était absolu. Les Américains n'avaient aucune idée qu'une brigade blindée, fraîche, s'assemblait dans le brouillard et les forêts de Lorraine. Mais Manteuffel faisait un calcul basé sur la logique de 1940 dans une réalité de 1944. Il supposait qu'une bataille de chars était décidée par l'épaisseur du blindage et le calibre du canon. Il ne savait pas qu'il menait sa brigade dans un piège construit à partir de 3 choses que l'esprit militaire allemand ne pouvait comprendre. À l'aube du 19 septembre, les éléments de tête de la 113e brigade blindée commencèrent leur marche d'approche vers leur zone d'assemblage. Un brouillard épais et lourd roulait sur les champs de Lorraine comme une chose vivante. La visibilité tomba à 50 mètres, puis 30 mètres. Les commandants de chars scrutaient à travers les périscopes. Les conducteurs pouvaient à peine voir le char devant eux. Le plus grand avantage de Manteuffel, la puissance de tir à longue portée du canon de 75 mm du Panther, s'évapora instantanément. Un tir mortel à 2000 mètres nécessite la vue. Ces Panthers ne pouvaient pas voir à 50 mètres. La brigade de pompiers était aveugle. À l'intérieur du commandement de combat américain, un quartier général à 15 km de là. Le colonel Bruce Clark reçut les premiers rapports des observateurs avancés. Bruit de moteurs lourds, grande formation. Se déplaçant vers l'ouest. Clark n'avait pas de chars lourds. Il avait le 37e bataillon de chars, commandé par le lieutenant-colonel Creighton Abrams. Un nom qui ornerait un jour le char de combat principal de l'Amérique. Abrams ne paniqua pas. Il réalisa instantanément que le brouillard était un égalisateur, catastrophique. Si les Allemands ne pouvaient pas voir à 2000 mètres, leur canon supérieur était inutile. Cela allait être un combat au couteau dans une cabine téléphonique. La vitesse et le temps de réaction étaient tout. La colonne allemande avançait dans la brume, moteurs de chars rugissants, chenilles claquant, commandants recroquevillés dans leur coupole. Ils s'attendaient à écraser la ligne de piquet américaine et à percer l'arrière. Au lieu de cela, le Panther de tête explosa soudainement en flammes. La tourelle explosa vers l'extérieur, puis le 2e Panther en colonne, puis le 3e. Les équipages allemands paniquèrent. La discipline radio s'effondra. Les commandants de chars firent pivoter leurs tourelles à gauche et à droite,
cherchant désespérément des éclairs de bouche dans le brouillard, mais aucun n'était visible. Les tirs les frappèrent depuis les flancs, perçant le blindage latéral plus mince. Des obus qui ne pouvaient pas pénétrer l'épaisse plaque de glacis déchiraient les côtés plus faibles. Les voix allemandes crépitaient sur la radio dans la confusion. Ennemi à gauche. Non, ennemi à droite. Où est l'ennemi ? Les commandants soulevaient leurs écoutilles pour voir à travers la brume, seulement pour être abattus par des tirs de mitrailleuses invisibles. Les commandants allemands supposaient qu'ils étaient tombés sur un mur massif de chars lourds américains. Mais la réalité était bien plus troublante. La 113e brigade blindée n'avait pas heurté un mur. Ils avaient marché dans un essaim, entré le chasseur de chars M18 Hellcat. Pour un tankiste allemand, le Hellcat était presque une blague. Il n'avait presque pas de blindage. Une mitrailleuse lourde pouvait pénétrer sa tourelle mince. Il avait un dessus ouvert, laissant l'équipage exposé aux éclats d'obus et aux grenades. Selon les normes de la Wehrmacht qui valorisaient la protection par-dessus tout, c'était une machine suicide. Mais le M18 avait une statistique que Manteuffel avait complètement ignorée dans ses calculs, le rapport puissance-poids. Le Hellcat ne pesait que 17 tonnes. Malgré ce poids minimal, il était propulsé par un moteur radial d'avion, le même type qui propulsait les avions de chasse américains. Ce moteur était une merveille technologique, produisant 350 chevaux-vapeur. Il pouvait atteindre des vitesses sur route de 88 km/h, plus rapide que n'importe quel char au monde. Aucun Panther, aucun Tiger, aucun T-34 soviétique ne pouvait égaler cette vitesse. Le Hellcat pouvait se déplacer d'une position à une autre plus rapidement qu'un char moyen ne pouvait faire pivoter sa tourelle. Dans le brouillard d'Haracourt, cette vitesse devint l'arme ultime. Les Panthers allemands avançaient en phalange rigide comme des légionnaires romains en formation. Ils étaient conçus pour avancer en groupes coordonnés, soutenant les flancs les uns des autres. Mais les tactiques coordonnées nécessitent visibilité et communication. Le brouillard détruisit les deux. Les Hellcats américains combattaient comme une meute de loups, chasseurs individuels, autonomes, coordonnés non par la proximité, mais par radio. Voici comment l'engagement se déroula, répété des dizaines de fois ce matin-là. Un peloton de Hellcat du 704e bataillon de chasseurs de chars entendrait les Panthers approcher dans le brouillard. Le commandant écoutant la radio tracerait sa position sur la carte. Il ordonnerait à son conducteur de foncer vers une position de flanc cachée derrière une haie ou une grange. Le moteur hurlerait à plein régime. L'équipage se déploierait en position de tir. Ils attendraient, moteurs au ralenti, tireurs avec la main sur le mécanisme de tir, chargeurs avec des obus perforants préparés pour un rechargement rapide. Ils attendraient jusqu'à ce que les Behemoths allemands passent, exposant leurs flancs vulnérables. 3 obus à haute vélocité de 76 mm s'écraseraient dans le flanc d'un Panther. Pénétration, feu. La tourelle du Panther pivotera hité à gauche, essayant d'engager le Hellcat. Mais le Hellcat était déjà en mouvement. Le conducteur ferait marche arrière à plein régime. Le véhicule reculerait de 300 mètres à vitesse quasi maximale, guidé par le commandant criant des directions. Il se déplacerait de 300 mètres sur une route différente, à travers un terrain différent, vers la prochaine position d'embuscade. Avant que les chars allemands survivants ne puissent compléter leur rotation de tourelle, les Hellcat avaient disparu. C'était un affrontement de philosophie. Les Allemands construisaient des chars comme des forteresses blindées, lourds, protégés, conçus pour encaisser un coup et survivre. Les Américains construisaient des véhicules pour ne jamais être là quand le coup arrivait. Légers, mobiles, conçus pour tirer et se déplacer. À midi, le brouillard commença à se lever. Manteuffel, recevant des rapports d'attaques bloquées et de pertes croissantes, ordonna à ses commandants de pousser plus fort. Les Américains ne peuvent pas être partout, percer leur écran. Mais alors que le soleil brûlait la brume, les Allemands réalisèrent que la deuxième partie du piège américain venait de se refermer. Pendant les premières heures, l'infanterie allemande, les panzergrenadiers, avaient chevauché sur le dos des chars, ou suivi de près dans des semi-chenillés pour protéger le blindage de l'infanterie américaine. Soudain, alors que le brouillard se levait, le ciel au-dessus d'Haracourt s'ouvrit. Ce n'était pas des avions. Pas encore. C'était quelque chose de bien plus précis que tout ce que l'esprit allemand pouvait concevoir. L'artillerie américaine, spécifiquement le 66e bataillon d'artillerie de campagne blindée,
sous le commandement direct du colonel Bruce Clark, exécutait une tactique qui était doctrine standard pour la 4e division blindée, mais une arme d'une létalité choquante, le temps sur cible. Dans la guerre traditionnelle des années 1940, les batteries d'artillerie tiraient séquentiellement. La batterie A tirait. L'ennemi entendait le premier obus approcher. Il réagissait. Il plongeait dans les trous de renard. 2. La batterie B tirait 10 secondes plus tard, mais à ce moment-là, l'ennemi était déjà sous terre. La surprise était perdue, le potentiel meurtrier chutait de 90% après la première salve. Le système américain de temps sur cible était révolutionnaire. C'était des mathématiques pures. Un centre de direction de tir centralisé calculerait le temps de vol des obus d'artillerie depuis 12 batteries différentes, positionnées à des kilomètres les unes des autres, à différentes élévations, à différentes distances de la cible. Le CDT calculerait ensuite à rebours, à partir d'un temps d'impact spécifique, quel temps de tir chaque batterie nécessitait. La batterie A, positionnée à 12 km, tirerait à midi. La batterie B, positionnée à 4 km, tirerait à. La batterie C, positionnée à 8 km, tirerait à 0. Les mathématiques étaient précises. Les tables balistiques étaient exactes. Chaque canon tirait à un moment différent, mais chaque obus arrivait aux coordonnées cibles au même instant exact. Lorsque le brouillard se leva le 19 septembre, des avions de reconnaissance Piper Cub, de minuscules avions d'observation qui ressemblaient à des insectes surdimensionnés, tournaient en cercle au-dessus des positions de la 113e brigade. Les pilotes pouvaient voir les colonnes de chars allemands en dessous. Ils appelaient les coordonnées. Ils devenaient les yeux du système d'artillerie américain pour la 113e brigade blindée. Il n'y eut aucun avertissement, aucun tir de réglage. Une seconde, les panzergrenadiers avançaient à travers un champ boueux. La seconde suivante, l'air au-dessus d'eux se désintégra simplement. Des dizaines d'obus à fragmentation aérienne détonèrent simultanément à 30 pieds d'altitude. L'effet fut apocalyptique. Les éclats d'obus tombaient comme une pluie tranchante, comme un rasoir. Les ondes de choc étaient mortelles. Les panzergrenadiers, infanterie d'élite chevauchant sur les chars, furent décimés. Des dizaines moururent dans la salve initiale. Des dizaines d'autres furent blessés. Les éclats n'égratignaient pas le blindage des Panthers, mais ils dépouillèrent les Panthers de quelque chose de bien plus précieux, leurs yeux et leurs oreilles. Les radios externes furent détruites, antennes radio mutilées, lignes téléphoniques coupées, commandement et contrôle désintégrés. Instantanément, les chars allemands furent dépouillés de leur périmètre défensif. Ils étaient bouclés, écoutillés fermés, commandant aveugle, isolés dans les explosions. Un char aveugle sans soutien d'infanterie est un char mort. Sans infanterie pour les protéger des équipes de bazooka, les Panthers étaient impuissants. Sans commandant regardant dehors, ils ne pouvaient pas voir les Hellcats les flanquant. Sans contact radio, ils n'avaient aucune conscience situationnelle. La brigade d'élite de Manteuffel n'était pas engagée dans une bataille. Elle était traitée par une machine. Dans l'après-midi du 19 septembre, le champ de bataille était jonché de Panthers en feu. Mais la statistique la plus choquante n'était pas les chars détruits par le feu. C'étaient les chars qui s'arrêtèrent simplement. La 111e brigade blindée, censée soutenir l'attaque de la 113e brigade, arriva en retard. Pourquoi ? Parce qu'ils manquèrent de carburant en route vers la bataille. L'Allemagne avait conçu le char le plus sophistiqué de l'histoire. Optique de précision supérieure à tout ce que les Américains possédaient. Rousses de route entrelacées, blindage incliné supérieur, canon à haute vélocité. Mais ils ne pouvaient pas produire le carburant liquide pour déplacer 58 de ces machines sur 20 km. Pendant ce temps, le général Patton criait à propos des pénuries de carburant. La ligne d'approvisionnement Red Ball Express, un convoyeur continu de camions, ait été étirée au maximum. Les unités de chars américaines rationnaient le carburant. Mais voici la différence fondamentale entre les pénuries américaines et allemandes. Quand les Américains manquaient de carburant, les chars éteignaient leurs moteurs et attendaient les camions. Quand les camions arrivaient, les chars refaisaient le plein et reprenaient les opérations en quelques heures. Quand les Allemands manquaient de carburant, le char était abandonné. Les équipages dynamitaient
la culasse du canon pour empêcher la capture. Il désactivait le moteur. Il plaçait des charges de démolition. Le char était laissé à rouiller dans la boue. Alors que la bataille faisait rage, pendant 3 jours, la disparité devint presque comique. Les équipes de récupération américaines remorquaient les Sherman, endommagés, vers des dépôts de réparation mobiles pendant la bataille. Les mécaniciens de chars travaillant dans des ateliers extérieurs, en zone de combat, sous-dépôt des rustines sur les trous d'obus. Ils remplaçaient les moteurs endommagés. Ils redressaient les canons tordus. Les chars mis hors de combat le matin refaisaient le plein, recevaient un nouvel équipage et retournaient sur la ligne le soir. Les Allemands n'avaient pas de véhicule de récupération. Si un Panther perdait une chenille, il était abandonné. Si la transmission tombait en panne, abandonné. Si le moteur prenait feu, l'équipage s'éjectait et le char brûlait. Il n'y avait pas de pipeline de remplacement, pas de moteur de rechange des usines. La 113e brigade blindée entra dans la bataille avec 58 Panthers. En 24 heures, ils en avaient perdu 30. En 48 heures, 50. À la fin de la semaine, seulement 8 restaient opérationnels. La 4e division blindée américaine perdit des chars au commandement de combat. A perdu 5 chars Sherman et 3 chasseurs de chars dans la première journée cruciale. Les pertes totales pour la semaine furent d'environ 25 chars et chasseurs de chars. Mais de manière critique, les pertes américaines furent rapidement remplacées. En 3 jours, de nouveaux Sherman arrivèrent de l'arrière. En une semaine, la force opérationnelle du commandement de combat A était sans doute plus élevée qu'au début de la bataille. Patton ne vainquait pas Manteuffel avec la tactique seule. Il le vainquait avec une chaîne d'approvisionnement s'étendant à travers l'Atlantique, de retour à travers les ports anglais, de retour à travers les usines américaines au Michigan, New Jersey, Ohio, de retour aux mines de minerais de Pennsylvanie, de retour aux raffineries de pétrole du Texas. Manteuffel avait construit un marteau parfait, mais la forge qui créait des marteaux était à 3000 miles, rationnée par le gouvernement d'Hitler. Le 22 septembre, Manteuffel mit des ordres pour que la 113e brigade blindée se désengage et se retire. La grande contre-attaque avait échoué. Le décompte final fut brutal. La 113e brigade blindée entra dans la bataille avec 58 chars Panther flambant neufs. À la fin de la semaine, les archives allemandes ne documentaient que 8 encore opérationnels. L'unité avait effectivement cessé d'exister en tant que force combattante. En contraste, le commandement de combat A américain rapporta des pertes totales d'environ 25 chars et chasseurs de chars. Des pertes qui furent remplacées en quelques jours. Le ratio de destruction n'était pas une bataille. C'était une exécution. Haraucourt prouva qu'une arme supérieure comme le Panther est rendue absolument inutile si elle est aveugle, non soutenue par l'infanterie, incapable de bouger en raison d'une pénurie de carburant, et dépassée en manœuvre par des essaims de véhicules plus légers, opérant avec une coordination et une logistique supérieure. Les Allemands construisirent des chevaliers guerriers en armure étincelante. Les Américains construisirent une usine qui se déplaçait à 50 miles par heure, une usine avec des radios, une usine avec des camions de ravitaillement, une usine avec des moteurs de rechange et des munitions et du carburant. Et en septembre 1944, dans le brouillard de Lorraine, l'usine gagna. Le général Manteuffel survécut à la guerre. Il écrivit des mémoires sur la Lorraine. Il admit que l'artillerie américaine attend sur objectif et la mobilité des chasseurs de chars rendait les tactiques Panzer traditionnelles obsolètes. La bataille d'Haraucourt est souvent oubliée. Elle se trouve dans l'ombre du jour J et de la bataille des Ardennes. Elle n'a pas l'envergure dramatique de ces opérations. Mais c'est peut-être la bataille la plus importante pour comprendre pourquoi l'Allemagne a perdu. Non pas parce qu'elle était massive, mais parce qu'elle révèle la vérité sous la surface. Ce n'était pas seulement le courage. Les deux camps avaient du courage. Les soldats allemands n'étaient pas moins braves que les soldats américains. Ce fut le triomphe d'un système logistique, un système de communication, un système industriel, un système où la vitesse, la mobilité, les véhicules remplaçables et les pièces de rechange comptaient plus que l'excellence guerrière individuelle. Merci d'avoir regardé Récits de bravoure. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans les mécanismes de la victoire, comment la vitesse et la logistique ont vaincu un blindage supérieur, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Dites-nous dans les commentaires
Préféreriez-vous commander un Panther sans essence ou un Hellcat sans blindage? D'où regardez-vous aujourd'hui? Quelles autres histoires de la Seconde Guerre mondiale devrions-nous couvrir ensuite? Votre engagement nous aide à continuer à mettre en lumière ces récits inédits. Abonnez-vous pour plus d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale et les vraies leçons de la guerre industrielle. Nous explorons l'histoire à travers le regard de ceux qui l'ont vécue. Les commandants allemands découvrant pourquoi le courage ne pouvait pas vaincre les systèmes. Les officiers japonais réalisant que l'excellence tactique ne signifiait rien contre la suprématie industrielle. Les soldats américains comprenant que les guerres sont gagnées dans les usines, pas sur les champs de bataille. Gardez l'histoire vivante. Nous vous verrons dans le prochain.